est connu comme étant l'homme le plus détesté des États-Unis. Et même si c'est pas glorieux, c'est quand même un exploit, vu que les frérots, ils sont quand même 329 millions dans leur pays, et bientôt plus, puisqu'ils ont interdit l'IVG. Enfin bref, aujourd'hui, on va parler de Martin Shkreli. Martin Shkreli, il est né à Brooklyn en 1983. Ses parents sont croates et albanais, et il va faire des études de marketing et de gestion de projet. En gros, c'est des études pour être patron d'entreprise. Il fait ses études de zozo un peu LinkedIn, là, et en 2006, il va créer son premier fonds d'investissement. Depuis, il a été gestionnaire de plusieurs fonds d'investissement et patron de sociétés spécialisées dans la santé aux États-Unis. Et tout ça, il le fait dans son petit coin tranquille jusqu'à 2015, l'année de la discorde, parce qu'il est allé sur Internet et c'est devenu l'homme le plus détesté des États-Unis. En 2015, donc, il est à la tête de sa boîte Turing Pharmaceuticals, entreprise dont il a basé le nom sur Alan Turing, qui est considéré comme étant un grand inventeur dans l'informatique et dont les travaux sont considérés comme étant un facteur dans la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc en gros, un mec qui aurait sauvé des milliers de vies. Gardez ça en tête parce que l'histoire va radicalement changer. En 2015, il va se faire connaître du grand public avec le scandale autour du Daraprim. Bon, en gros, son entreprise Turing Pharmaceutical avait racheté les droits d'exploitation du médicament Daraprim à un labo qui s'appelait Impax Laboratory pour 55 millions de dollars. Alors le Daraprim, c'est quoi? Alors c'est un médicament qui sert à soigner principalement le paludisme, qui est aussi plus connu sous le nom de malaria. En gros, c'est une maladie infectieuse qui se propage principalement quand tu te fais piquer par certains moustiques. Alors c'est une maladie qui est très répandue, hein. On parle de plus de 229 millions de gens qui seraient atteints par cette maladie, dont 409 000 morts en 2019 quand même, mais on n'entend quasiment jamais parler de ce truc, parce que la maladie, certes, elle touche pas mal de gens, mais c'est très concentré dans certains pays très spécifiques, 29 pour être précis, et principalement en Afrique subsaharienne. Concrètement, à moins que vous partiez en vacances là-bas, il y a peu de chances que vous chopiez le palu. Une personne qui aurait un système immunitaire un peu défectueux aurait plus de chances de le choper, d'en avoir une forme grave ou pire même d'en décéder. Du coup, ça concerne principalement les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. Mais fait intéressant, ce médicament, il est aussi utilisé sur les gens qui sont atteints du sida. Parce que comme le virus du sida, il atteint les défenses immunitaires, et ben les gens qui sont porteurs du sida, ils sont beaucoup plus atteints par certaines infections, notamment la toxoplasmose. Et donc bref, il y a Watt Milan, bonne nouvelle, on se rend compte qu'un autre médicament cumulé avec le Daraprim, ça permet de traiter la toxoplasmose très bien. Super! Les gens qui ont le sida, ça fait un truc en moins qu'ils ont à se préoccuper, mais vous allez voir. Parce que Martin, il avait une idée, et l'idée, elle était pas incroyable. Et donc Martin Shkreli, il rachète les droits du médicament, et sauf qu'à l'époque, il y avait aucune copie générique du Daraprim, parce que tout le monde s'en foutait. Ça coûtait 13,50 $, donc il n'y avait pas vraiment d'intérêt, le médicament était déjà très peu cher. Donc du coup, Martin 2000, il se retrouve à être le seul avec la licence pour produire ce médicament. J'ai entre mes mains les droits d'exploitation d'un truc dont plein de gens ont besoin et dont je suis le seul à pouvoir le produire. Martin Shkreli va faire augmenter le prix du Daraprim d'un facteur de plus de 55, le faisant passer d'un prix moyen à 13,50 $ à 750 balles. Vraiment le move de super vilain nul, tu vois. À partir de là, ça a créé un énorme bordel, il s'est fait confronter par les médias et par des personnalités publiques aussi, dont Hillary Clinton, parce qu'on était à l'époque en pleine campagne électorale de 2015. Lui, sa justification, elle était simple, il a tout simplement dit « Franchement frère, ça va, c'est déjà le bas de l'échelle au niveau des prix pour les maladies orphelines. » Ou encore, je cite, « C'est une société capitaliste, un système capitaliste, des règles capitalistes. » Il a aussi dit qu'il n'y avait pas tant de bénéfices que ça sur ce médicament et que l'intégralité des bénéfices était remis dans la recherche et développement de nouveaux médicaments. En même temps, oui, c'est le principe. Je sais pas s'il faut qu'on l'applaudisse de faire son travail ou qu'on le félicite de pas partir à Hawaï avec l'argent, mais bon, quelques mois plus tard, très drôle, il s'est fait battre par un groupe de lycéens australiens qui étaient très chauds en chimie, je vous jure que cette anecdote est vraie, parce qu'ils ont réussi à synthétiser l'ingrédient principal du Daraprim pour environ 20 $, et sa société a été obligée de rétropédaler un peu en disant « Oh là là non, mais on s'est mal compris MDR, c'était une erreur de communication, nous on est complètement favorable à une baisse de prix du médicament. » Et est-ce qu'ils ont baissé le prix du médicament? Bien sûr que non! Sauf que du coup, comme il y a eu un gros coup de projecteur sur lui à cette époque-là, on s'est rendu compte que c'était pas la première fois que le petit Martin enfumait un peu tout le monde sur les prix, parce qu'en 2011, quand il faisait partie du fonds d'investissement Retrofin, qui était lui aussi spécialisé dans le traitement des maladies orphelines, ils ont racheté les droits de Tolia, un médicament qui était censé régler, je lis mon script, la cystinurie. J'ai fait médecine. Bon, c'est une maladie rare et potentiellement grave, hein. Concrètement, c'est une saloperie, voilà, je vous fais pas de détails. Pas besoin que vous en sachiez trop, c'est simplement une maladie métabolique héréditaire qui est due à un simple déficit d'un enzyme qui va conduire du coup évidemment à l'accumulation d'acides aminés dans l'organisme à un niveau toxique. Enfin bon bref, tout le monde sait ça, je vais pas vous embêter avec des détails. Ben la thé, pareil.
et nous augmente le prix de Théolia de x20 au calme, alors qu'il n'y avait aucun coût de recherche et développement supplémentaire nécessaire. Ils avaient déjà acheté les droits, le médicament il était clé en main pour être exploité sur le marché. À l'époque, il se faisait déjà vivement critiquer par plusieurs associations de malades, évidemment, qui l'ont accusé de manipuler le processus réglementaire de la FDA, c'est la Food and Drug Administration. Aux États-Unis, c'est eux qui légifèrent notamment les médicaments, dans le but de jouer sur le cours des actions de sa société pour son propre intérêt financier. En bref, c'est une façon compliquée de dire qu'il faisait de la fraude pour des centaines de milliers de dollars. Bon, suite à ça, il a démissionné de sa société, mais vous savez, c'est le genre de démission où genre on te dit « Bon, j'attends ta lettre de démission lundi sur le bureau, hein. » Méchant. Concrètement, on lui fait comprendre qu'il faut qu'il se casse, quoi. Il a pas trop eu le choix. Ça s'est pas arrêté là, parce qu'en 2015, Retrofin porte plainte contre lui, déjà à l'époque, et il réclame 65 millions de dollars de dommages et intérêts parce que selon eux, il aurait manqué de loyauté envers l'entreprise, notamment sur l'utilisation des fonds de la société. En tout cas, c'était pas le fait d'augmenter les prix des médicaments qui était la source du conflit entre lui et la boîte. Pour aller un peu plus loin dans la défense que va mettre en avant Shkreli, il se cache pas du tout du fait qu'il essaye de tirer le plus de bénéfices des marges énormes qu'il met en place. Il y a même un article du New Yorker dans lequel une journaliste lui dit que Shkreli lui aurait confié qu'il pensait que le prix du Daraprim et d'autres médicaments pour des maladies rares devrait être le plus haut possible. Ce point précis de sa défense, il est assez technique et intéressant parce que, au fond, il fait un peu sens. Parce que ce qu'il dit, c'est que si le médicament est extrêmement cher, c'est pas les gens qui vont devoir se retrouver à payer ce prix pas possible, mais c'est les assurances santé, dont au final le taf, c'est de payer les frais de santé des gens, et du coup, eux, ils font de l'argent pour faire de la recherche et développement. Tout ça serait un espèce de cercle vertueux qui marche bien. D'ailleurs, il avait aussi dit que ceux qui n'ont pas d'assurance ou qui n'ont pas du tout d'argent pouvaient déposer un dossier à son entreprise pour recevoir des doses du médicament gratuitement ou à prix cassé. Le problème, c'est que c'est vrai en théorie, en pratique, c'est plus compliqué, et là, faut qu'on explique un peu comment marche le système de santé aux États-Unis, et honnêtement, c'est compliqué, donc je vais vous la faire simple. En fait, ça marche à moitié, parce que déjà, toutes les assurances sont différentes, et elles sont différentes dans tous les États, et pas toutes ne prennent en charge les frais associés à ce traitement particulier. Ensuite, certaines assurances n'acceptent de rembourser ce traitement qu'à partir d'un certain niveau d'abonnement, ce qu'on appelle un premium aux États-Unis. En gros, c'est le prix auquel tu payes ton assurance tous les mois. Sauf que si tu as besoin de ce médicament, chez certaines assurances, ton premium peut augmenter, parce que tu es plus à risque selon eux. Donc certes, t'es bien remboursé, mais sauf que le prix de ton assurance de base explose. Et d'ailleurs, très souvent, les assurances santé américaines les moins chères destinées aux personnes les plus précaires couvrent pas du tout ce genre de traitement. Donc là, même si t'as une assurance santé, eh ben, tu peux juste simplement pas te le payer. En bref, c'est un argument qui fait très bien quand on l'annonce et qui pourrait faire sens, mais qui a été démonté maintes et maintes fois, parce que dans les faits, les rouages du système sont tellement complexes et foireux que ça marche pas bien. Donc on disait, il se fait dégager de chez Retrofin à l'époque, et c'est à ce moment-là qu'il a monté Turing Pharmaceutical, son entreprise avec laquelle il y a eu ce gros scandale du Daraprim. En 2015, suite au scandale, il va quitter Turing Pharmaceutical pour devenir le directeur général de Calobio. Et en 2015, c'est aussi une grande année pour lui puisqu'il va s'illustrer dans le milieu du rap. Alors malheureusement, c'est pas parce qu'il a sorti une mixtape, mais 2015, c'est l'année de sortie d'un album du Wu-Tang Clan qui s'appelle Once Upon a Time in Shaolin. Album qui ne sera édité qu'à un seul exemplaire et vendu à 2 millions de dollars. $2 million for the Wu-Tang Clan CD. Et qui c'est qui va l'acheter l'album? Martin Shkreli. Le deal avec le Wu-Tang, c'est que il a la seule copie de l'album, il n'a pas le droit de le revendre, mais il peut le diffuser gratuitement sur internet s'il veut. Bon, évidemment, les mecs du Wu-Tang à l'époque, ils ont aucune idée de qui est ce type, et du coup, ils se doutent pas une seconde que c'est pas du tout le genre de personne qui a l'intention de diffuser les sons gratos. Ils vont s'engueuler avec lui parce que le but, c'était évidemment pas de garder les chansons privées, c'était juste que ce soit lui le propriétaire. Et Martin, il fait l'enfant énervé avec ses jouets et il les menace d'endommager l'album. Et pourquoi je parle de ça et je parle de lui d'ailleurs? Parce que Martin Shkreli, c'était un adepte de Twitter et des streams. Il était beaucoup en live depuis son appartement new-yorkais et il a notamment fait une vidéo à l'intention de Ghostface Killah, qui est un des membres du groupe, en disant, je cite, « Je vais t'effacer des livres de l'histoire du rap ». Je pense que c'est le bon moment pour souligner que le mec a littéralement la tête de Charles Boyle dans Brooklyn Nine-Nine, mais genre en version méchant. Il finira quand même par publier des extraits de l'album en novembre 2016 suite à la victoire de Trump qu'il soutenait. Et en septembre 2017, il met finalement l'album en vente sur eBay en disant qu'il faut pas trop le chauffer parce que sinon il va le détruire. Et entre-temps, c'était pas sa seule passion pour le rap, hein, bien sûr, puisqu'en 2016, il annonce sur Twitter qu'il veut racheter le dernier album de Kanye West, The Life of Pablo, également en copie unique comme pour l'autre album, et cette fois-ci pour 10 millions de dollars. Peut-être que l'intérêt du grand public suite à son différend avec le Wu-Tang Clan lui a plu et qu'il a voulu recommencer l'expérience, qui va marcher parce que ça va à nouveau mettre un projecteur sur lui à cette époque-là. Et là encore, son objectif affiché, c'est d'empêcher le monde de profiter de l'album. Le frérot est prêt à dépenser 10 millions juste pour
casser les couilles, une détermination, t'as peur. C'est vraiment Dominique, premier de la classe, qui rappelait aux profs qu'il y avait des devoirs à faire. C'est horrible. Ça s'est fini en une espèce de sombre histoire où il dit qu'il y a un proche de Kanye qui l'a contacté pour mettre ça en place, mais qu'il les a payés et qui s'est fait arnaquer. Gros bordel, parce que c'est quand même 10 millions de dollars. C'est pas rien, c'est pas 3 personnes. Les médias reprennent l'info, ça fait beaucoup de bruit. Tout ça pour qu'il avoue à la fin que c'était pas vrai. Waouh, ça drama queen de ouf par ici ou quoi? Toujours en 2016, il annonce vouloir payer la caution de 2 millions de dollars pour libérer le rappeur Bobby Shmurda de prison, qui est originaire comme lui de Brooklyn et qui est incarcéré pour des raisons de port d'armes illégales et de meurtre. À savoir que son arrestation, elle a eu lieu après une très longue enquête qui n'était pas encore terminée à l'époque et que d'autres membres de son crew qui s'appelait G59 ont été arrêtés pour, selon des sources policières, je cite, de nombreux incidents de violence et de trafic de narcotiques. Donc bref, c'est pas un bisounours, mais selon Martin Shkreli, qui est un grand fan du rappeur, il déclare que celui-ci n'a pas eu droit à un procès très juste. Dans les autres trucs sympathiques qui font parler de lui à la même époque, il y a sa suspension de Twitter pour avoir harcelé une journaliste qui s'appelait Lorraine Ducas. Elle avait fait un article à charge contre Donald Trump, ça lui avait pas plu, et il avait fait des montages photos de lui et elle sur un canapé qui faisait des câlins. Et là où juste avant, on parlait des tentatives de faire libérer son pote en 2016, c'est assez marrant, parce que Martin Shkreli finira par se faire arrêter lui-même le 15 décembre 2015 par le FBI pour fraude en valeurs mobilières. Il est accusé d'être à la tête d'un système de Ponzi à une échelle gigantesque, dans lequel il aurait utilisé les actifs du fonds spéculatif de sa première entreprise pour fonder Retrofin. Bref, des grosses accusations, mais peut-être que ça vaut le coup uniquement de se concentrer sur le fait que le cours de son entreprise Calobios chute dès son arrestation à plus de 50%, sans compter les 7 chefs d'accusation qui l'accablent. Voilà, on pourrait penser à ça par exemple avant d'essayer de faire libérer les copains. Enfin bref, juste avant le jugement, on a eu droit à une vidéo goldéissime où il se fait questionner durement par le Sénat américain sur le prix des médicaments. Pendant tout l'entretien, il va refuser de répondre aux questions en disant « Je prends les conseils de mon avocat et décide de ne pas répondre ». Do you think you've done anything wrong? On the advice of counsel, I invoke my Fifth Amendment privilege. I invoke my Fifth Amendment privilege. Fifth Amendment privilege. I invoke my Fifth Amendment privilege against self-incrimination and respectfully decline to answer your question. Il se fout clairement de leur gueule et il ira en mettre une couche sur Twitter après en disant « Difficile d'accepter que ces imbéciles représentent notre gouvernement ». Comme je vous disais, c'est pas rare du tout que Shkreli s'exprime sur les réseaux sociaux et notamment Twitter et des lives Facebook dans lesquels il fait et dit des énormes dingueries. Il avait notamment lancé une grande campagne au moment où Harambe, le singe star de Twitter, était décédé dans un zoo, où il avait fait tout un délire en mode « Rest in peace Harambe ». Enfin bref, c'est un personnage. Mais les choses commencent à puer pour Shkreli. Le jour de son procès arrive et il est rendu coupable de 3 chefs d'accusation, fraude avec un S parce que c'était sur plusieurs comptes bancaires concernant les valeurs mobilières de sa première boîte et complot pour commettre des fraudes en matière de valeurs mobilières pour Retrofin avec intention de nuire aux investisseurs en plus. Il est remis en liberté provisoire avec une caution mise à 5 millions de dollars qu'il va payer pour être libre en attendant de connaître sa sentence définitive en janvier 2018. Mais en septembre, il repart en prison sans passer par la case départ après avoir, et je cite, ouvrez bien vos esgourdes parce que ça c'est génial, après avoir promis, donc disais-je, une récompense de 5 000 $ à quiconque lui rapporterait une mèche de cheveux d'Hillary Clinton. Fort, très fort. Wow. Alors bon, ok, il est fan de Trump, elle s'est prononcée contre lui quand il a augmenté le prix des médicaments, mais qu'est-ce qu'il voulait foutre avec une mèche de cheveux? Il voulait faire une poupée vaudou, il fout le feu. Quel était le projet? Bref, du coup, il va attendre jusqu'en 2018 en prison, date à laquelle il va écoper d'une sentence de 7 ans et être condamné à régler 7,36 millions de $ en actifs pour régler son contentieux auprès des investisseurs dupés. Il a fait appel en 2019 et il s'est fait renvoyer chier complètement. En janvier 2022, l'affaire continue. Cette fois-ci, il est définitivement jugé coupable d'avoir créé un monopole concernant le médicament Daraprim et il va être condamné à reverser tous les profits qu'il avait retirés de ses pratiques anticoncurrentielles. Il sera aussi banni de l'industrie pharmaceutique à vie avec une amende en plus de 64,6 millions de $. C'est énorme. Mais alors ma petite anecdote préférée de l'arc prison de Martin Shkreli, c'est quand même celui où il essaye de se faire libérer temporairement de prison en mai 2020 en demandant une demande de sortie express pour, je cite, travailler sur un vaccin contre le Covid-19. On rappelle que c'est un homme d'affaires, c'est pas un scientifique le frérot. Même s'il fait de la magie noire avec les cheveux d'Hillary Clinton, je suis pas persuadé que ce soit un truc contre le Covid. Donc sa demande a été immédiatement rejetée, évidemment.
Aujourd'hui, des versions génériques du médicament Daraprim ont été créées. Ils sont même approuvés par la FDA pour être commercialisés. Martin Shkreli, quant à lui, travaillait toujours dans l'industrie. Apparemment, comment, je sais pas. Martin Shkreli, il continue à faire du business et il prévoit même d'augmenter ses actions dans le secteur médical dès sa sortie de prison. Il était encore actif sur les réseaux sociaux jusqu'il y a pas si longtemps et il tient même un blog Medium. Et je parle au passé parce qu'à la base, il devait sortir de prison ce mois-ci, mais il a bénéficié d'une libération anticipée en mai de cette année.